On aurait des enfants tous élevés si les parents étaient élevés eux-mêmes. C'est ce qu'écrivait Goethe dans ses maximes et réflexions. Sauf que, depuis la crise sanitaire, dans un monde qui passe de crise en crise, que l'on soit enfant, ado ou adulte, notre rapport à la vie et à la mort a changé. Pas toujours très sereinement d'ailleurs. Avec ces mesures anti-Covid disproportionnées qui ont touché l'école et la famille, les enfants ont souffert, ils souffrent encore. Ils portent le poids d'une société adulte qui a peur de la mort et qui, par des injonctions paradoxales, place les enfants et les jeunes dans une insécurité totale. Alors, tout simplement, la question que nous allons nous poser ensemble cet après-midi, comment être de bons parents en temps de crise? Tentative de réflexion avec mes trois invités que j'ai la joie d'accueillir. Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir à nouveau, vous qui êtes psychologue clinicienne spécialisée en psychopathologie, neuropsychologie. On fait la totale en ce début d'émission. Non, voilà, et auteur de livres. Auteur de nombreux livres. Et mère de 3 livres. enfants. Mère de 3 enfants. Voilà, toutes les casquettes. Être parent en temps de crise, votre dernier ouvrage chez Très Daniel. Comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants. Elle n'y va pas de main morte, Marie-Estelle Dupont. Hein. Côté climat, climat, environnement, société, climat social, depuis la crise du Covid, ça ne s'est pas amélioré, d'où l'apparition de ce livre maintenant. Oui, alors vous dites j'y vais pas de main morte. Je crois que le pessimisme, c'est le début de l'action. À un moment donné, il faut poser un constat sans mettre la poussière sous le tapis pour se donner les moyens d'agir. Donc moi, j'ai été un petit peu la lanceuse d'alerte qui sur les plateaux, disait « Mais attendez, il y a des enfants. Les enfants, ce n'est pas des adultes. Et leur développement impose, en fait, qu'on distingue les mesures que l'on prend pour les adultes et pour les jeunes. » Donc, on a fait le constat d'une vague pédopsychiatrique sans précédent en 2021, sachant que la santé mentale des jeunes était déjà très dégradée avant la crise. Et puis, le double constat de ça est d'une confiscation de la parole parentale plus que jamais. Hein. On a bien vu comment la famille n'était plus invitée dans le débat public pour les mesures qui étaient prises et qui concernaient les enfants, que ce soit en termes de santé, d'éducation, d'instruction, etc. Donc, partant de ce double constat, j'ai voulu me dézoomer, sortir de l'urgence dans laquelle on est en permanence, de la crise permanente. On a à peu près le même âge, Marie-Ange, et depuis qu'on est né, on n'entend parler que de crise. C'est-à-dire que nous n'avons de mémoire politique que de crise. Il y en a eu la fracture sociale, la crise politique, la crise économique, la crise énergétique. Donc, à un moment donné, il faut s'autoriser à penser. Donc, j'ai voulu d'abord dézoomer pour redonner aux parents des éléments de pensée sur qu'est-ce qui s'est passé dans la société depuis 40 ans pour qu'on en arrive à un tel niveau d'effondrement psychique des jeunes et à une telle confiscation de la parole parentale. Et donc, évidemment, pourquoi l'anthropologie matérialiste ne fonctionne pas, hein. Je veux dire, on n'a jamais été aussi mal avec autant de confort. L'anthropologie matérialiste. Bah oui, on a une définition exclusivement matérialiste de l'homme, donc ça ne peut pas fonctionner. Et puis, ensuite, rappeler ce que c'est qu'un trauma collectif. Et pourquoi il y a eu trauma au moment du confinement. Et comment les enfants se sont adaptés et comment on a confondu l'adaptation, la suradaptation et la résilience. Et puis ensuite, donner des clés, dire voilà, c'est ça la fonction parentale, c'est ça les besoins d'un enfant, comment on peut faire, reprenez confiance en vous, vous êtes le père, vous êtes la mère de cet enfant, c'est vous, in fine, qui savez, qui avez l'autorité légitimée par l'amour de ce qui est bon pour cet être. Reprenez les rênes ou prenez les rênes tout simplement de l'éducation, c'est pas simple, mais ça peut se faire, n'est-ce pas Stéphanie Combe? Bonjour Stéphanie. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous avoir, vous aussi, ici dans cette émission Quête de sens, je rappelle, sur Radio Notre-Dame et RCF, avec votre dernier ouvrage, on peut le citer, puisqu'il correspond aussi aux solutions, n'est-ce pas, en temps de crise pour les parents que nous sommes autour de cette table, en tout cas, et vous êtes nombreux à nous écouter de plus en plus, et on vous salue, on vous embrasse d'ailleurs chaleureusement cet après-midi. Hein. La puissance de la prière des parents chez Salvatore. Tiens, en voilà un bon antidote à la crise, n'est-ce pas? Exactement, Stéphanie. parce que vous le disiez, Marie-Estelle Dupont, dans notre société matérialiste, on a besoin de transcendance, on a besoin de se référer à plus grand que soi, et je crois que ça, c'est la première chose pour les parents, de croire que il y a du bien, il y a du mieux qui peut sortir. J'aime beaucoup en chinois le terme crise juxtapose 2 idéogrammes, danger et opportunité. Donc le danger, il ne faut pas le nier. Danger, opportunité. Opportunité, ça veut dire crise en chinois. Ça se traduit comme ça. Et je trouve ça très, très beau de voir, par rapport à toutes ces crises que l'on connaît, que vous avez décrites, il y a cette possibilité, des opportunités éducatives. Et pour commencer peut-être avec notre société de consommation, d'hyper-consommation, je viens d'interviewer par exemple une famille qui a entamé un chemin de sobriété, alors d'abord contraint à la suite d'une faillite, d'un chômage.
et qui est devenue choisie. Et je cite Marie-Hélène Ravida, cette mère de 5 enfants, qui nous montre combien une consommation débridée éloigne de Dieu. Je la cite: « Le pouvoir d'achat est en réalité une prison. Le véritable pouvoir réside dans la liberté de se passer ce qui n'est pas essentiel et ne saurait combler le cœur de l'être humain. » Et je crois qu'en tant que parents, peut-être que c'est ça le rôle essentiel à jouer, c'est montrer aux enfants quel est l'enjeu, quelle est leur mission sur Terre. Et que ce n'est pas grave s'ils n'ont pas la dernière trottinette Hello Kitty. C'est ou ça, les voilà, ça, Nike c'est ma Air ou fille, mais même bref. 20 sur 20 partout, dans toutes les matières. Ah On peut ah, parfois intéressant se cette vision-là. laisser prendre par cette course effrénée et de la consommation et de la Vous réussite faites aux rentrer la yeux du monde. performance dans la consommation, c'est assez Mm. intéressant, je trouve. Bernadette Lemoine est en ligne avec nous. Bonjour Bernadette Lemoine. Bonjour Marianne, je suis très très heureuse de vous retrouver et très heureuse de tout ce que je viens d'entendre dire. Ouais. Alors que moi je suis d'une autre génération puisque je suis arrière-grand-mère déjà depuis longtemps. Donc je voyais un petit peu les choses venir parce qu'effectivement toute cette course à la réussite, tout cet excès d'agréments et de choses bonnes, tout ça, ça nous a menés là où nous sommes parce que ça fait longtemps que c'est commencé. Ça fait longtemps. Donc Ouais. je vois la suite. Ça fait Parce longtemps que j'ai que. vu le début. Voilà. Ça fait longtemps, Bernadette Lemoine. Alors, je vous ai même pas présenté, parce que faut-il vous présenter d'ailleurs, vous qui êtes psychologue, psychothérapeute, qui avez écrit énormément d'ouvrages, dont j'ai envie de dire ce best-seller Maman ne me quitte pas, qui a été réédité et réédité. Qu'est-ce que c'est le symptôme? Ce serait quoi s'il fallait le nommer, ce symptôme de... Vous dites que les parents, ça date pas d'hier, c'est cette histoire de sentiment de s'être dépossédé de ce rôle de parent, d'éducateur. Ça date de quand, cette espèce de sentiment de perdition des parents du XXe siècle? C'est difficile à dire parce que c'est venu très très progressivement et c'est venu, je pense, d'une difficulté à réfléchir et d'une difficulté à résister à toutes les motivités, à toute l'affectivité. Donc l'affectivité est devenue un petit peu la reine, mais pas la réflexion. Or, effectivement, il faut toujours avoir cette notion de but et quels sont les moyens que je vais employer pour atteindre mon but. C'est très 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 basique, mais il me semble qu'on l'a quelque peu oublié. Je ne sais pas ce que disent les personnes qui sont avec vous, mais je pense que c'est quand même assez évident. C'est dur de résister aux tentations de la société, effectivement, même dans ses peurs, Marie-Estelle, ça c'est ce que vous dites dans votre livre, en fait. C'est fou ce qu'on est, même quand on a des bases un peu verticales, un peu solides, eh bien, finalement, c'est dur de résister à ces peurs ambiantes. Vous parlez de la peur de la mort depuis le Covid et autres. Vachement, c'est dur quand même, hein. Oui, alors je pense que résister à l'affectivité, justement, le paradoxe de notre époque, c'est qu'on on est vraiment à l'ère du chiffre, hein. La société, la politique sont régies par les chiffres. On est sous l'emprise et sous l'empire de l'algorithme. Et paradoxalement, on n'a jamais autant été irrationnel. On n'a jamais été aussi poreux à la contagion émotionnelle. C'est-à-dire qu'à l'heure et à l'ère du chiffre, on ne raisonne plus. On l'a vu, mais honnêtement, c'est ce que je dis dans le livre. Au moment du Covid, si on avait dit aux gens, vous pouvez éviter le Covid en ayant un poulpe sur la tête, ils auraient été à la poissonnerie pour certains. C'est vrai. C'est-à-dire que la rationalité ne fonctionnait plus. On était sidérés par l'émotivité immédiate. Et cette émotivité, Machiavel le disait, hein, quand on contrôle la peur, on contrôle l'âme des gens. Ouais. Je crois que c'est lié au fait que l'esprit moutonnier, la peur de l'ostracisation, la peur de ne pas faire partie de la masse, et la peur de la mort, la peur de la finitude, la peur de la maladie, la peur du regard des autres, tout ça sont des pathologies finalement de la fragilité narcissique de l'homme moderne. Quand on est ancré dans une spiritualité, quand on accepte avec humilité qu'il y a plus grand que soi, mais que ce plus grand, c'est pas la technologie, c'est pas un iPhone, c'est pas la médecine, c'est pas le soja, c'est pas les trottinettes, et c'est pas les éoliennes, et on se relie à quelque chose qui nous dépasse, et dès lors qu'on accepte finalement le mystère, que quelque chose nous dépasse et qu'on n'est pas tout puissant, et on est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus immunisé psychiquement par rapport au dernier narratif à la mode qui vient nous vendre des certitudes à bon prix et nous dire, tu sais, si tu fais ça, c'est bon, il n'y aura plus de problème. Si tu fais pas de bébé et que tu achètes une voiture électrique, tu vas sauver la planète. Donc en fait, il y a une emprise du narratif qui joue sur les peurs des gens.
parce qu'il y a plus ce lien au spirituel et cette valeur du lien affectif. Ouais. Aujourd'hui, on cherche plus des amis, on cherche des followers. Donc la valeur du lien social, la valeur du lien affectif, Sami Ali l'avait très bien expliqué autrefois, a été dégradée. Et donc redonner à nos enfants ce sens du lien affectif, c'est aussi une immunité psychique contre l'isolement. Et quand on est isolé, on est plus vulnérable à la manipulation et à la peur. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des ados. Alors, vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, vous, Marie-Estelle, pendant le confinement, pendant les confinements. Stéphanie Combe, c'est vrai que les ados ont pris cher pendant ce Covid. Est-ce que c'est lié à tout ce qu'on est en train de dire? Pourquoi les ados plus que les autres, au fond? Pourquoi? Oui, alors je Selon vous? voudrais souligner justement pour les ados cette difficulté du lien social. Moi, je vois beaucoup l'influence des réseaux sociaux, dits sociaux, où Dits ils sociaux, sont ouais. sans arrêt connectés, sans arrêt en lien avec des personnes, mais qui en réalité sont la marque d'un individualisme forcené. Quand je vois des youtubeuses, des influenceuses aujourd'hui qui vivent quand même parce qu'elles présentent des produits cosmétiques et où elles expliquent si oui ou non c'est bien pour leur peau, pour leurs cheveux, je ne sais pas quoi. Quand on voit des youtubeurs ou des Des logorées influenceurs. verbales, Mm. pardon, enfin pendant 2 heures en live sur Twitch, ils vont interagir avec un public, mais qui a 2 heures aujourd'hui pour suivre quelqu'un? Enfin, il y a quand même quelque chose de l'individualisme, du narcissisme qui est effrayant notamment pour les adolescents qui ont besoin d'être en lien, comme chacun de nous en fait. Et le dernier ouvrage qui est un collectif, l'éloge de l'interdépendance, la puissance des liens, qui a notamment été coordonné par Ilios Kotsou, docteur en psychologie, évoque une épidémie de solitude. Or, il montre que le lien aux autres, au monde et à soi nous rendent plus forts. Et aujourd'hui, ces adolescents qui n'ont pas encore tissé ces liens, qui sont aux prémices des amitiés durables, sont en effet les premières victimes de cette solitude. Ouais, effectivement, je trouve ça assez intéressant parce que vous avez dit qui est prêt à suivre pendant 2 heures un influenceur. C'est vrai que on imagine tous ces ados qui se sont finalement imaginés que c'était ça. En fait, un lien, c'est de suivre, d'être un follower de quelqu'un. On ne sait même pas sa vraie vie, en fait. On le voit présenter, je sais pas, chaque jour, chaque semaine, je sais pas, une journée type qui est complètement fake, évidemment. C'est affolant une vie comme ça qui commence par une vie virtuelle finalement, Marie-Estelle. Alors être parent là-dedans, bonjour. Hein. Oui, mais la déspiritualisation de l'Occident va avec la technicisation et la virtualisation en fait de la vie. Et on voit bien comment l'homme moderne, c'est un peu un homme tronc. Il est à la fois coupé de ses racines animales, de son instinct animal. C'est-à-dire qu'il y a eu des mamans qui ont accouché pendant le confinement qui ne savaient pas si elles faisaient bien en câlinant leur bébé. On en est arrivé là. C'est-à-dire qu'on est à la fois coupé de notre incarnation la plus animale, de mammifère qui a besoin du lien pour survivre et du toucher. On est dans une société qui ne se touche plus. Ouais. Or, on sait que le toucher, pour les personnes âgées, pour les bébés, c'est une immunité contre la dépression, contre le syndrome du glissement. Et puis, on est coupé de ces branches spirituelles. Donc, l'homme moderne est finalement très fragilisé. On est passé d'une société qui était organisée autour de cadres, avec des surmois qui étaient d'abord les surmois intériorisés, et puis la famille, et puis le village, et puis la police, et puis la loi. Donc quand un adolescent partait à la dérive, il y avait différents cadres qui pouvaient le rattraper, à un stade très très narcissique qui est là quasiment en train d'aller vers quelque chose de presque psychotique, c'est-à-dire qu'il y a une indifférenciation des sexes, des générations, tout est interchangeable. Même l'amour est un bien de consommation en fait, c'est-à-dire si tu me frustres, je vais changer de partenaire. Ouais. Donc ça c'est très triste et c'est pas inspirant parce qu'en réalité nos jeunes sont hyper ambitieux relationnellement. Quand on leur donne la parole, quand on leur montre que leur pensée a de la valeur, ils ont ce sens du lien parce que ce sont des êtres humains qui ont ça en eux. Et quand on les prive dans un moment de construction identitaire de ces liens, évidemment qu'ils se dépriment, ils ne peuvent pas prendre confiance en eux. S'ils ne sont pas dans le lien à l'autre, ils ont besoin d'avoir des déceptions amoureuses pour de vrai, d'avoir des amitiés solides pour de vrai, et pas derrière un écran pour prendre confiance dans ce qu'ils sont. Vous m'amusez parce que, enfin, vous m'amusez, malheureusement, non, vous m'amusez pas tant que ça, mais ça me rappelle un invité récemment venu sur ce plateau qui disait qu'il fallait un psy, qui a dans un certain âge, une certaine expérience, qui disait qu'il fallait frustrer
les enfants en moyenne une fois tous les 15 jours. Il fallait trouver, voilà, vous frustrez vos enfants. Tellement je trouvais ça assez Une fois tous intéressant. les 15 jours. Au Voilà. moins, il faut frustrer ses enfants. Donc, tu n'auras pas de trottinette aujourd'hui. Bon, voilà, j'ai Ah, frustré sur le plan matériel, ouais, oui, sur apprendre le à plan distinguer matériel. le besoin Oui, et sur le le matériel, bien désir. évidemment. Pardonnez-moi, je ne sais pas préciser, mais Apprendre à voilà. distinguer le besoin et le désir et lui Exactement. faire prendre confiance en lui en lui montrant il est capable de différer son désir. Et que par Ouais, contre, évidemment, que son besoin n'est jamais négocié. Son besoin absolument. de sommeil, son besoin de paix psychique, son Évidemment. besoin de repos, etc. Celui-là, on ne négocie pas avec. C'est bien pour ça qu'on le frustre sur les écrans, parce qu'on ne négocie pas avec son besoin de sommeil. Mais oui, apprendre, ça donne confiance en soi de s'apercevoir qu'on peut se discipliner par rapport au désir. Ouais, un monde sans limite. Bernadette Lemoine, ça fait partie là aussi des causes de cette espèce de sentiment de perdre complètement les rênes de l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, en tout cas, les parents d'aujourd'hui sont perdus, notamment avec cette histoire de limite. On ne sait pas s'il faut en donner, s'il ne faut pas en donner. Oui. Faire la part des choses entre désir et besoin. C'est fou parce qu'on est en train de parler de ça aujourd'hui. Il y a 50 ans, j'imagine que c'était... Je dis pas que c'était mieux avant, attention, parce qu'après on va me prendre pour une énorme réac. Mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'avant, on se posait même pas la question. C'était automatique. Bernadette Lemoine, point d'interrogation. Alors, c'était automatique, oui. Je suis de cette époque. C'était automatique, mais c'était quand même extrêmement constructeur. Alors, il fallait le faire évoluer, Ouais, parce que là, on ne parle que de l'affectivité, tout est ouais, lié à l'affectivité. Et autrefois, on ne s'occupait pas assez, d'accord. justement, de comment on vivait les interdictions, les punitions éventuellement, etc. Donc, on a peut-être voulu évoluer sur plus de gentillesse, plus de compréhension, puis on est tombé dans le dans le malheur absolument opposé, où on ne réfléchit plus, on ne discute plus, et on n'est que à l'écoute de l'affectivité de ce pauvre petit qui va souffrir si on lui dit non. Voilà. C'est-à-dire que le but, c'est quoi? C'est de se faire aimer le plus possible. Qu'est-ce que vous mettez Non, dans le mot je affectivité? crois qu'on a beaucoup dit, mais ces enfants-là ne sont pas suffisamment heureux. Il faut être quand même, il faut être beaucoup plus large, il faut beaucoup plus permettre, il faut pas tout. On est tombé vraiment dans l'excès inverse. Ouais. De ce fait, beaucoup de parents ne réfléchissent plus en c'est bien ou ce n'est pas bon, ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas intéressant réellement pour mon enfant, ça lui fait plaisir, donc il faut que je lui Il fasse faut que je le plaisir. fasse. Eh bien, écoutez, C'est nous nous retrouvons. Oui, pardonnez-moi, la limite du temps dans cette émission. Maria-Estelle Dupont, Stéphanie Combe, Bernadette Lemoine, juste après cette sonate da Chiesa numéro 5 en sol mineur, le puissant, le vivace. Et nous nous retrouvons dans cette émission en quête de sens, toujours en compagnie de mes trois invités du jour, Marie-Estelle Dupont, Bernadette Lemoine et Stéphanie Combe, trois personnalités autour de ce thème. Comment être de bons parents en temps de crise au pluriel, surtout depuis cette crise sanitaire qui nous a tous un peu paralysés, figés, sidérés, pour reprendre les termes de Marie-Estelle Dupont, elle qui vient de publier, spécialisée en psychopathologie, qui suit de nombreux enfants, ados et adultes, avec toutes ces questions évidemment des burn-out, des deuils, des addictions. Être parent en temps de crise, donc comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants chez Très Daniel, ce n'est pas une mince affaire. Bernadette Lemoine est également avec nous en ligne, elle qui est psychologue depuis très longtemps, qui a notamment écrit cet ouvrage que moi j'aime beaucoup, Maman ne me quitte pas, qui avait été publié aux éditions Saint-Paul, qui avait été réédité plus tard, à retrouver dans les bonnes librairies également. Stéphanie Combe, qui est journaliste, qui est maman de 3 enfants, qui a publié ce dernier ouvrage, La puissance de la prière des parents, chez Salvatore, et également un bouquin qui fait du bien, faut le dire quand même Stéphanie, Maman part au couvent, chez Maman part au couvent, aux éditions Casar. Voilà qui est rappelé. Marie-Estelle Dupont, peut-être une réaction à ce qui a été dit par Bernadette Lemoine. Vous souhaitiez réagir tout à Oui, l'heure? c'est très important ce que dit Madame Lemoine. Et d'ailleurs, Philippe Jamet, qui était un très très grand pédopsychiatre, qui est parti au moment où moi je travaillais à l'Institut Montsouris comme stagiaire à la fin de mes études, disait que un enfant à qui on ne pose pas de limites et pas d'interdit est un enfant qu'on abandonne en fait à une liberté qui Waouh. n'est pas encore en capacité d'exercer, et que la tendresse ne peut pas aller sans les limites en fait, que c'est un abandon. Et je crois que tout ça est le fruit d'une idéologie progressiste assez mortifère qui nous a été importée des États-Unis avec il est interdit d'interdire de mai 68. Donc si le parent veut pas se frustrer,
L'interdit qu'il posera à l'enfant sera un interdit qui ne sera pas structurant. Ce sera non parce que j'ai pas envie de faire un effort, ce sera oui parce que ça me fatigue de te dire non. Donc il ne se retrouvera pas dans l'interdit, ce sera de la coercition, ce sera un rapport du plus fort. Là, je te dis non à l'écran parce que je veux regarder ma série, en fait. Ouais. Et ce ne sera pas non parce que c'est mauvais pour toi. Donc, je crois qu'on doit distinguer, nous, en tant que parents, l'interdit qui est structurant pour notre enfant, l'interdit qui est protecteur. Je te dis non parce que c'est contraire à tes besoins, à ton stade de développement. Et les coercitions infantilisantes, tu mets un masque pour aller à l'école, comme on en a connu tant pendant la crise sanitaire, qui, ça, ne les élève pas, mais les rabaisse, en fait. Ouais. Vous voyez. Et ça, je crois que c'est très important. Première distinction vitale, il me semble. Stéphanie Combe. Et tout à fait, je rebondis sur cette notion de parentalité. On a eu quelque chose de très autoritariste. En effet, pendant des années, je veux voir qu'une tête, l'enfant obéit, qui n'était pas bonne. À la suite de ça, le pendant qui n'était pas bon non plus, qui était excessif, c'est une autorité plus permissive. Il est interdit d'interdire, etc. Et l'enfant, en effet, en apathie, parce que un fleuve a besoin de rives. Sinon, ça devient un marécage. Et de la même manière, un enfant a besoin de règles, d'un cadre. Et c'est là où on en est arrivé à une troisième voie, une alternative qui à la fois pose ces règles, pose ce cadre qui évolue avec l'âge de l'enfant. Et c'est tout ce courant, je pense par exemple à la discipline positive, à Faber et Maslich, qui à la fois identifie les besoins de l'enfant et du parent, parce que le problème aussi de l'éducation permissive, c'est que ça a pu faire des enfants tyrans qui ont tyrannisé leurs parents, qui eux-mêmes devenaient sans besoin, se niaient, voilà, et donc qui ont commis tout ce qu'ils ne voulaient pas, parce qui sont devenus violents, parce que dépassés par cet enfant. Et je crois qu'aujourd'hui, on revient à une notion plus équilibrée en tant que parent, on donne des règles, il y a des sanctions, et pour autant, j'écoute mes besoins et ceux de l'enfant. Eh ben, c'est dit en quelques secondes, mais alors à faire, Bernadette Lemoine, pas simple, cette histoire, pas simple. Complètement d'accord avec ça. Et justement, à propos des limites, je rappelle quelque chose de très, de très incarné. Un petit bébé qu'on couche dans un berceau beaucoup trop grand et qui ne touche pas ses limites va ramper jusqu'à ce qu'il les trouve, parce que sinon il se sent effectivement perdu, abandonné. Et je crois que ça peut être un service que de citer cela. Et moi, j'ai déjà rencontré des bébés qu'on avait mis dans des lits beaucoup trop grands. Oui, voilà. Et j'ai dit ça simplement qu'on était dans un petit berceau adapté où il puisse toucher les bords de son lit et tout se calme. Et c'est très matériel, ça. Mais on peut l'adopter aussi sur le plan psychologique. Il y a des limites, sinon je me sens perdue. C'est rendre aux enfants que de leur donner des limites. Chaque fois que c'est possible, de leur expliquer le pourquoi, mais pas non plus systématiquement, parce qu'il y a aussi cet élément de la confiance qui est à sauvegarder entre l'enfant et son parent. On n'explique pas forcément tout dans le détail, mais tu peux me faire confiance. Pourquoi ? Parce que je t'aime. Et ça, c'est banal, c'est basique. Mais c'est important. Oui, Bernadette Lemoine, alors vous nous apportez beaucoup de paix, même dans votre voix, mais c'est vrai qu'à l'heure où vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, Marie-Estelle, de page en page, de chapitre en chapitre, mais à l'heure où nous avons peur, nous les parents, mais toutes les peurs qui rejoignent toutes ces crises, on fait comment en fait ? Comment on fait pour donner confiance, pour faire confiance, pour donner des limites, donc ça veut dire être sûr de soi, pour être vertical, être ferme dans les limites. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas facile non plus. Quand on a les peurs se rajoutent aux peurs, quoi, clairement. Oui, mais je crois qu'on est d'autant plus. Juste une parenthèse, je souriais parce que je me rappelais en écoutant Madame Lemoine comment mes derniers enfants, mes petits bébés jumeaux,
instinctivement se donner la main pour dormir dans le même berceau au début de leur vie. En fait, j'avais pas voulu les séparer tout de suite. Je m'étais dit, ils sont sortis de mon ventre. Si en plus je les sépare de lit, ils vont devenir complètement psychotiques. Et donc, au début, ils dormaient ensemble et ils se donnaient la main. C'était adorable. Ils sentaient leurs limites. Ils se définissaient en sentant le dedans-dehors de l'autre contre moi qui me fait sentir que j'existe, en fait. Hein. Comme quoi. Hein. Mes jumeaux. Ah bah voyez. Voilà. Ah bah alors, on a des galères On va communes. faire une émission sur les jumeaux bientôt. Et donc, je crois que la peur se nourrit beaucoup de l'ignorance et que nous sommes une génération de parents qui avons besoin de revenir à l'instruction. Et aujourd'hui, les progrès des neurosciences nous apprennent des choses sur le développement du bébé. On sait bien aujourd'hui qu'un bébé, c'est plus un tube digestif, c'est pas juste un tube digestif. Donc je crois que déjà de revenir, c'est pour ça que je redonne quelques clés dans sur les stades de l'enfant, le livre sur les stades de développement de l'enfant, l'éveil de l'intelligence, voilà, l'intelligence sensorimotrice, etc. Pourquoi un enfant a besoin de se déplacer pour maîtriser son environnement, et puis la fonction parentale. Et une des premières fonctions parentales, et si les parents ne le savent pas, ils ne peuvent pas se rendre compte qu'aujourd'hui, justement, la société agresse beaucoup cette fonction, c'est la fonction parexcitatrice, dont parle très bien, ou dont parlent très bien beaucoup de psychologues, et notamment Winnicott. On doit les protéger d'une excitation qui effracte leur psychisme. Donc la première chose, c'est de redonner des murs à la maison et de les couper de cette information en boucle qui est anxiogène, qui agresse les rythmes cérébraux. Donc on peut expliquer le conflit israélo-palestinien, on ne montre pas des images traumatiques directement. Voilà. Et donc déjà, de savoir que notre fonction, c'est de les parexciter, de leur présenter la réalité petit morceau par petit morceau, de même qu'on commence par mouliner la nourriture avant qu'ils puissent l'assimiler en entier, c'est déjà très important. Donc de s'informer sur les stades de développement de l'enfant, ça redonne confiance aux parents dans le fait que ce sont eux les parents. Donc c'est pas l'État, c'est pas le psy, c'est pas le pédiatre qui va se substituer à la fonction parentale, en aucun cas. Ça, c'est la première chose. Faire fond sur notre spiritualité, sur nos ressources, c'est très important. Et puis travailler un peu notre propre histoire, trier le bon grain de livret. Qu'est-ce que je garde de ce que mes parents m'ont transmis ? Quelles peurs mes parents m'ont transmis ? Ça, c'est très important, parce que les peurs que mes parents m'ont transmises, si je ne les ai pas conscientisées, je les refile à mes enfants. Donc, je crois que le plus beau cadeau de naissance qu'on puisse faire à un enfant, c'est aussi d'avoir un petit peu travaillé, un petit peu éclairé l'héritage psychologique de notre propre famille, dans ce qu'elle avait de plus lumineux et dans ce qu'elle avait de plus sombre, en acceptant qu'il n'y a pas de famille parfaite et qu'on va aussi pouvoir transformer. C'est en notre pouvoir de transformer des choses qui nous ont fait du mal en vigilance vis-à-vis de nos propres enfants. Ça, je pense que c'est très important. Vous dites aussi qu'il y a le piège de la surdiagnostication. Oui, je dis qu'il y a une tendance à la psychiatrisation. En fait, c'est très intéressant de voir l'évolution des manuels de psychiatrie. Aujourd'hui, la version actuelle du DSM, qui répertorie les pathologies mentales, c'est formidable, il y a quasiment une pathologie par émotion. Donc le deuil est une pathologie. C'est-à-dire qu'un être humain qui pleure la mort d'un être cher, il faut lui donner une molécule. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir sortir de cette anthropologie très morbide qui est derrière l'essence sociale actuelle, et notamment la psychiatrie, et accepter que la souffrance fait partie de la condition humaine. Une fois de plus. Et qu'elle peut se sublimer dans le rire, dans l'art, dans plein de choses, dans les liens affectifs, qu'on a parfois besoin d'une épaule pour pleurer, et qu'on n'a pas forcément un trouble de l'attention. Un enfant n'a pas forcément un trouble de l'attention. Parfois, il a juste besoin de courir, de sauter, et que sa mère s'occupe de lui. Enfin, je veux dire... Donc, c'est dommage qu'il y ait aussi des diagnostics qui sont une sorte de perversion, enfin de torsion de la réalité psychologique de l'enfant. C'est vrai qu'on a même au Petit Parc, j'imagine saouler un peu parfois mes auditeurs et mes auditrices en racontant mes séances au Petit Parc le soir après la crèche, mais c'est vrai qu'on sent des tas de choses. Et les mamans en particulier, qui sont souvent, il y a quelques papas aussi, de plus en plus, mais il y a quand même un stress supplémentaire. Enfin, moi, je me rappelle de certainement mes parents, les copines de ma mère, par exemple, où voilà, c'était beaucoup moins comme cela. C'était pas du tout aussi anxiogène, quoi. Il y a une atmosphère comme si il fallait se mettre de pression hallucinante dans plein de domaines, en fait. C'est hallucinant, c'est une sorte de crise aussi, finalement. Avez-vous une réponse, Stéphanie? En tout cas, je trouvais très intéressant, Marie-Estelle Dupont, ce que vous disiez sur faire le ménage dans notre propre histoire. Ouais. Et je crois qu'en effet, on a des projections. Il faudrait qu'on prenne le temps de s'arrêter et de voir de quelle manière, à table, le soir, on parle de l'avenir de notre société, parce qu'on peut avoir des propos projetés, des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Et à ce propos, il y a une enquête amusante qui vient de sortir, Jeunes en France,
ça date d'octobre de 2023, qui montre que 71% des 16-25 ans sont optimistes quant à leur avenir, quand dans la même proportion, 70% exactement de parents pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Ouais. Et je crois il faut vraiment qu'on déblaye un petit peu ça et qu'on se projette différemment, qu'on ait une confiance dans leur potentiel, dans leur capacité et dans l'avenir, parce que ils ont des ressources en eux. Et en tant que parents, je crois que c'est ça aussi notre rôle, c'est de poser ce regard de confiance sur eux. Ils sont capables, ils sont là, s'ils sont plantés là aujourd'hui, c'est pas par hasard, Ouais. et ils ont en eux tout pour se projeter et vivre heureux. Parce que tout stresse les parents, hein. Les mauvaises nuits, le moindre truc, le moindre détail qui détonne, ça y est, tout va mal, on va voir le psy, quoi. C'est un C'est peu ça, ça, ouais, finalement. en effet. Et puis, il y a cette confrontation à la difficulté qui, je trouve, existe moins aujourd'hui. C'est-à-dire que, en tant que parent, et moi la première trop souvent, on a un peu tendance voilà, à retirer les cailloux du chemin. Il ne faut pas qu'ils se fassent mal, faut pas que... sauf que ça pose un vrai problème parce que la confiance en soi et l'estime en soi est nourrie par la réussite, notamment dans les difficultés. Et c'est le best-seller de Catherine Lécuyer sur l'émerveillement. Elle évoque ce locus de contrôle. Donc en psychologie, ça désigne ce à quoi on attribue sa réussite. Alors, si l'enfant attribue sa réussite à l'extérieur, c'est grâce à ses parents, grâce à ses profs qui finalement ont été très cool dans la notation, en fait, ça va Dévaloriser. Exactement, ça le dévalorise parce qu'il n'a plus confiance, parce que les gamins, ils ne sont pas stupides. Hein. Quand les dictées sont notées sur 22 et qu'il a un 20 sur 20, en fait, il sait qu'il fait des fautes d'orthographe, de conjugaison, etc. Et alors que si, en tant que parent, et c'est exigeant, on accepte de les confronter à la difficulté, et la difficulté, ça peut être tout simplement une balade qui va durer 2 heures, et on va jusqu'au bout, même s'il pleut un petit peu, ça commence par des petites choses comme ça. Mais ça développe le fait qu'il ait un impact sur sa vie, et ça le grandit dans sa confiance en lui-même. Bon, bah écoutez, j'en prends de la graine. Et moi aussi. Bernadette Lemoine, ça vous ennuie pas de rebondir juste après cette Oui, touche c'est le musicale? sens de l'effort. Et je crois que c'est très, très important parce que finalement, dans notre société actuelle, il y a un nombre incroyable de machines qui vont supprimer nos efforts à nous, adultes. Ah là là, état des lieux vu par Bernard Lavillier. Et on vous retrouve juste après Bernadette Lemoine, ainsi que Marie-Estelle Dupont et Stéphanie Combe. À tout de suite. Comment être de bons parents en temps de crise? Crise au pluriel. Marie-Estelle Dupont est avec nous et son livre « Être parent en temps de crise ». Un vrai petit précis, finalement, d'instruction parentale, en parentalité, pour s'en sortir tout simplement. Et il y a des solutions, croyez-nous, autour de cette table. Vous qui avez publié cela, Marie-Estelle, chez Très Daniel, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants, et même, j'ai envie de dire, de nous-mêmes, de nous, parents, parents qui nous écoutez. Bernadette Lemoine est également en ligne avec nous, psychologue, psychothérapeute, qui a écrit notamment Maman ne me quitte pas chez Saint-Paul, et puis Stéphanie Combe, La puissance de la prière des parents chez Salvatore, et Ouf, Maman part au couvent chez Casar, vous qui êtes journaliste et maman de 3 enfants, dont d'un ado. Et c'est pas facile tous les jours, Stéphanie. N'est-ce pas? Et oui. Oui, vous souhaitiez rebondir, je crois, Stéphanie? Oui, c'est vrai, cet âge adolescent, et alors, moi que j'aime énormément parce que je trouve que c'est l'âge de l'idéal, c'est l'âge de... Et en même temps, on voit souvent ça peut-être dans nos familles, plus préservées. C'est aussi quand même l'âge de la grande flemme où finalement ils font pas grand-chose. Et je crois que c'est aussi le cas de votre fils? Non, je plaisante. Je ne dévoilerai pas tout. Mais je crois que c'est aussi notre rôle de parents de parfois mettre une petite pichenette pour qu'ils se bougent un peu. Et je pense notamment en termes d'altruisme, de solidarité. Voilà, qu'est-ce que je fais pour qu'il s'engage, pour que son grand idéal s'incarne dans la vie, à côté de chez lui? Qu'est-ce qui le motiverait pour vraiment se donner aux autres, s'engager, s'investir. Alors, on sait qu'aujourd'hui, dans le bénévolat, c'est dur d'avoir des jeunes, et pas seulement des jeunes dans la durée. Mais je crois qu'on a vraiment un rôle en tant que parents pour les tourner vers les autres, pour qu'ils s'engagent concrètement dans la société. Ouais. Bernadette Lemoine, vous parliez du goût de l'effort, vous a un petit peu coupé la chic. Oui, le goût de l'effort. Ça rejoint ce que... Non pas que ce soit
très agréable de faire des efforts, mais disons que ce qui est agréable, c'est justement lorsque l'on réussit quelque chose après avoir fait un effort. Alors que dans la société, d'une façon un peu globale, on a toujours l'impression que si ça me demande un effort, c'est que c'est pas normal, il doit y avoir une autre solution, mais le sens de l'effort, c'est difficile de le demander aux enfants. Et tout à l'heure, on parlait de réussite. Et comme justement, quand on fait effort, on a quelque chance de réussir, je voudrais simplement dire à propos de la réussite qu'en elle-même, elle n'est pas un but. Et parce que en fait, le seul but qui est le nôtre, c'est l'amour, et ça doit être notre seul Dieu. Et faire de la réussite un but risque de nous égarer. Non pas que la réussite soit une mauvaise chose, au contraire, c'est une très bonne chose et elle clôt justement des efforts qui sont faits. Mais je ne propose pas ça aux enfants, mais plutôt de faire des progrès, simplement de faire des progrès, juste ce qu'il est capable de faire comme progrès. Alors bien sûr, ça va aboutir à la réussite, mais il va le faire différemment. Et s'il rate, le raté ne sera pas vécu du tout de la même façon. Alors, donc, c'est le sens du progrès par l'effort, pour essayer de résumer ce que je vous explique plus ou moins bien. Non, mais c'est très clair, merci Bernadette Lemoine. Mais j'avais une question, faire des progrès pour faire plaisir aux parents, c'est pas une mauvaise chose en soi? Ah non, c'est pas un but. Alors, pour faire plaisir aux parents, oui, ça peut être de temps en temps. Là, je vais penser à desservir sans qu'on me le demande 3 fois. Ce sera pour faire plaisir aux parents, mais les parents diront ça m'a fait plaisir, je te remercie, et c'est comme ça que tu peux apprendre à vivre en étant attentif à ce qui peut aider les autres. Ouais. Vous voyez, et il faut le replacer dans quelque chose de beaucoup plus large en tout cas que le plaisir des parents, même si je suis tout à fait d'accord pour qu'on nous fasse plaisir. Les colliers de nouilles. C'est pas comme ça qu'on va grandir. Ouais. Marie-Estelle Dupont, la place de l'effort, c'est vrai, dans l'éducation, on en parle assez peu. C'est vrai que c'est un mot qui Non, est mais pas c'est très... vrai qu'on a une anthropologie où la performance, le faire, la réussite a été placée au centre. Et quand l'anthropologie, la définition même de l'homme, se trompe, c'est-à-dire que c'est d'être un winner, c'est d'être un requin, c'est d'être le meilleur qui est au centre, on sort l'homme de ses racines, en fait, puisque on va l'obliger à se dissocier de lui-même, à se dissocier de ses capacités d'empathie, à se dissocier d'une intelligence, en fait, du lien. Et il va être en permanence anxieux, il va se sentir très seul, il va être dans la peur et il va faire les choses à partir de la peur et non pas à partir du désir. Et à partir d'un idéal, finalement, de perfection matérialiste et pas du tout de plénitude, en fait, de son être. Donc moi, je crois vraiment que l'anthropologie s'est plantée depuis, Bernanos l'avait dit, après la Seconde Guerre mondiale, l'Occident finalement va rester dans ce trauma. Ouais. Et on se trompe d'anthropologie parce qu'on redéfinit l'homme comme un consommateur contribuable. C'est un peu l'homo economicus, il faut que l'homme rentre dans le modèle et pas du tout que le modèle reflète l'homme. Et finalement, avec une mauvaise définition de l'homme, forcément on met en avant les mauvais principes dans les programmes scolaires, etc., etc. Quand on regarde comment Maria Montessori, par exemple, avait observé l'éveil de l'intelligence chez un enfant, elle respecte chez le tout petit le fait que ses rythmes cérébraux ne sont pas ceux d'un adulte et donc elle n'interrompt pas l'activité d'un enfant. Donc l'enfant n'étant pas interrompu, son effort n'est pas douloureux, il est naturel et il va aller au bout de son activité parce que c'est d'aller au bout de son activité qui lui fait plaisir, qui le met en état d'élation et qui fait qu'il va aller vers les autres. Donc en fait, il y a aussi des choses à ne pas, avec lesquelles il ne faut pas interférer. Parce que la nature a bien prévu les choses. Et ce goût de l'effort, finalement, chez le tout petit, il s'observe. C'est absolument incroyable à quel point un bébé peut aimer soulever des choses lourdes. Ouais, c'est vrai. Mais c'est absolument fascinant. Quand vous partez en vacances, il essaye toujours de pousser la plus grosse valise. Et C'est finalement, drôle, hein. parce Vous avez raison. mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils sont existés. C'est quand il sent qu'il a réussi quelque chose. Vous lui demandez d'arroser la plante qui est là,
l'arrosoir est à 10 cm de la plante, il va promener la plante tout autour du salon avant d'arriver à côté de l'arrosoir. Et vous vous dites, mais c'est pas du tout économique. Et en fait, il a eu besoin de se prouver à lui-même qu'il était capable de faire quelque chose Et la de grosse difficile. frustration qu'il n'y arrive pas. Donc je d'ailleurs. crois que le goût de l'effort, c'est tout petit qu'on peut le développer. Alors on galère un peu vers 6 ans. Je trouve qu'il y a un cap un peu difficile vers 6 ans où il faut vraiment le nourrir, le motiver. Mais tout petit, il est là à l'état de racine. Et les petits bourgeons vont arriver si on sait l'arroser, si on sait ne pas dire « Attends, je le fais à ta place parce que ça va plus vite Ouais. ». Et là, on casse le goût de l'effort. Ah, intéressant, Bernadette Lemoine, j'imagine que vous allez réagir là. Je suis ravie quand j'entends ça, oui. Faire à la Tout à place fait. d'eux, tout ça, c'est très Et très tentant. célébrer les progrès, c'est-à-dire la progression. Le D'accord. célébrer. Tu as fait mieux que la dernière fois. Ça, c'est un progrès. Bravo. Voilà. Mais tout ça, quel est le but ultime? C'est l'amour. Il faut toujours Bien se sûr. rappeler que Ouais. si on oublie l'essentiel, justement dans l'anthropologie, que c'est l'amour, hein, le but est l'amour avec un grand A, on risque de se planter. Effectivement, Stéphanie Combe, là pour le coup, faire à la place d'eux, c'est aussi ça, Exactement, oui, une c'est un barrière vrai qu'on problème. se met, c'est un vrai problème pour le coup. Tout à fait, et a fortiori à l'adolescence où c'est de plus en plus difficile de faire à la place d'eux. Enfin, moi, personnellement, en maths et en physique, je suis larguée depuis très longtemps. Je pensais que vous alliez nous dire ranger sa chambre, mais non. Vous n'êtes pas la seule. Alors, ça, j'ai lâché Mais je crois que c'est important, justement, quand ils grandissent, de les sortir de l'illusion de tout ce qui est facile, de l'argent facile, des réussites faciles dont on parlait tout à l'heure, et introduire cette idée d'exigence qui est nécessaire pour les construire. Ouais. Je cite dans mon ouvrage « La puissance de la prière des parents » une mère protestante américaine qui priait pour que son fils se fasse prendre à chaque fois qu'il faisait quelque chose en dehors des clous. Donc, qu'il triche, qu'il fasse le mur, etc. Et c'est drôle parce que systématiquement, en effet, il s'est fait prendre parce qu'il avait copié. Quand il a fait le mur, il est tombé sur le pion qui faisait sa pause clope à ce moment-là. Et je me disais, c'est beau parce que finalement, peut-être que nous-mêmes, en tant que parents, on peut être tentés que l'enfant ne se fasse pas avoir, que finalement, tout se passe bien facilement. Et j'aime beaucoup cette idée de prière, en gros, pour qu'il se fasse prendre par amour, parce qu'on sait que la facilité, les compromissions, la triche, ça ne va pas le grandir, c'est pas Ouais. constructeur pour lui. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que oui. Prier pour pourquoi que l'enfant rencontre ce dont il a besoin et pas ce qui lui Tout fait simplement. plaisir C'est immédiatement. ça. Ouais. Ouais, Bernadette Lemoine, là aussi, c'est facile à dire, à faire peut-être un peu moins. Alors j'avais une question parce que vous l'évoquez aussi, forcément quand on est en crise, qui dit crise dit peur dit conflit, Marie-Estelle. Ha, ha, ha. Et alors là, comment faire avec cette histoire de quand on est deux à la maison, avec un ou plusieurs enfants, on a un rapport immature là aussi, à la façon de se mettre en conflit avec l'autre. Comment on gère cette espèce de la gestion du conflit d'aujourd'hui n'est pas la même qu'avant, on l'imagine. Non, hein. pas du tout. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui a dévalorisé la pensée. Il n'y a plus d'impératif de penser. Il y a effectivement un impératif de performer, de montrer, etc., de se conformer, mais il n'y a plus d'impératif de penser. Et du coup, on fait des enfants sans avoir pensé le projet éducatif et spirituel qu'on a pour eux. C'est pas la projection. Je veux qu'il soit banquier, je veux qu'il soit polytechnicien. Non, non, ça c'est de la projection narcissique. Le projet, qu'est-ce que j'ai envie de lui transmettre spirituellement? Qu'est-ce que j'ai envie de lui transmettre? Et ça se discute avec l'autre parent. Alors, il arrive qu'on soit seul parce qu'on est veuf, parce qu'on est séparé, parce qu'on a été... Voilà, mais c'est intéressant dans ces cas-là d'en parler avec les parrains et marraines, avec des frères et sœurs, avec d'autres adultes qui éduquent pour discerner ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Et je crois que dans un monde où, du fait de la baisse de l'instruction, du fait de l'hystérisation du débat public, du fait d'une idéologie qui prend de plus en plus de place à l'école, on a un peu régressé vers une pensée qui est très binaire, ce que j'ai dit à de nombreuses reprises pendant la crise sanitaire, et que cette pensée binaire fait que parfois les parents ont peur d'avoir un avis différent, de mettre l'enfant en porte-à-faux avec ce qu'il entend dans l'espace public. Mais là, je crois que notre fonction de parent, c'est simplement de dire à l'enfant: quand tu seras grand, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais ce qui est important, c'est que tu saches pourquoi tu penses ce que tu penses, et de remettre du débat et du dialogue au cœur. Et on a le droit d'expliquer à l'enfant pourquoi on lui interdit quelque chose. Moi, j'ai expliqué très très tôt à mon fils aîné pourquoi les écrans, c'était non, c'était pas négociable, c'était même pas envisageable. Jusqu'à quel âge? Comment ça, jusqu'à Les quel écrans. âge?
Alors, évidemment, pas d'exposition aux écrans du tout avant 3 ans. S'il regarde un dessin animé, c'est certainement pas sur une tablette ou un smartphone, c'est très loin et pendant un temps très court pour pas mettre son cerveau en état d'hypnose, etc., etc. Et je pense que redonner aux enfants le goût de la pensée, le goût du débat, le goût du dialogue, c'est une très grande immunité contre la peur. Parce que nos enfants n'ont pas peur des mêmes choses que nous. Et en fait, nous, on a des peurs pour eux. Mais si dans des situations où eux n'ont pas le contrôle, si déjà on valorise le fait qu'ils aient une opinion, qu'ils ne soient pas d'accord, qu'ils pensent autre chose, que peut-être avec leur imaginaire, ils auraient inventé d'autres ressources, d'autres réponses, eh bien l'enfant ne sera pas manipulable, l'enfant ne sera pas terrorisable avec des discours catastrophistes. Et en plus, il construira sa pensée. Et thèse, antithèse, synthèse, c'est un exercice qu'on fait plus beaucoup à l'école. Et je crois qu'on peut le faire à la maison. Ouais, thèse, antithèse, synthèse. Hein. Bravo. Bravo. Ah, bah écoutez, 20 sur 20 pour Bernadette de la part de Ah bah, c'est très très flatteur pour la psychologue que je suis. Merci, madame. N'est-ce pas, Bernadette Lemoine? Oui, aujourd'hui, c'est vrai que on dit souvent qu'il est difficile aujourd'hui d'exercer l'art de la parentalité ô combien, alors que pourtant, il n'y a pas de... Il y a énormément d'outils, il y a énormément d'ouvrages qui sortent, il y a énormément d'aides qu'on peut avoir. Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi inquiets en tant que parents, Bernadette Lemoine, hein? Oui et non. Pour finir. Je crois que, justement, quand on a les bons outils, entre guillemets, et qu'on aime réellement, qu'on est vraiment dans l'amour, je pense que, tôt ou tard, on parvient à son but. Ouais. Voilà. Ouais. Je peux dire ça parce que, évidemment, j'ai du recul. Je suis arrière-grand-mère depuis un certain temps. Bravo. Donc, je sais que j'ai fait plein d'erreurs dans l'éducation, mais je vois quand même les fruits maintenant et je commence à les voir chez mes petits-enfants également. C'est encore un petit peu tôt pour les arrières. Donc, oui, c'est difficile. Mais oui, c'est possible. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Il y a des outils de base Ouais. et il faut faire confiance au Seigneur car il est là pour nous aider. Merci Stéphanie Combe, merci Bernadette Lemoine. La puissance de la prière des parents chez Stéphanie Combe, chez Salvatore, Bernadette Lemoine et Maman ne me quitte pas et Marie-Estelle Dupont, être parent en temps de crise chez Très Daniel. Merci infiniment mesdames. Merci beaucoup. Bonne journée. Soirée à tous.